nous allons aborder ce thème un peu plus crucial de l'impact de la diversité, un impact effectif ou un impact souhaité sur les modes de gouvernance et sur les styles de leadership. Alors bien sûr, nous partirons ici du postulat selon lequel la diversité des organes de gouvernance est un objectif légitime, que ce soit pour des raisons de droit, d'éthique, de justice. Je n'ose pas dire que nous partirons du postulat que la diversité des organes de gouvernance est une garantie de performance. Le débat est ouvert désormais quant à cette relation entre diversité et performance et entre diversité des organes de gouvernance et performance. Nous pourrons l'aborder. C'est un débat qui est un débat tout à fait fondamental et essentiel. Les quotas, c'était un sujet qui fâche. Ça n'est plus un sujet qui fâche. Donc c'est déjà assez intéressant de le remarquer. Les quotas, ça marche. Alors les quotas, c'est une obligation qui est faite d'instaurer une certaine quantité du sexe sous-représenté dans une instance donnée. Donc là, en l'occurrence, les conseils d'administration. Et il ne faut pas confondre ces quotas obligatoires avec des objectifs chiffrés de progression que peuvent se donner les entreprises pour augmenter la place des femmes, notamment dans les CODIR et les COMEX, qui là ne sont pas obligatoires. C'est une logique contractuelle qui est totalement différente. Alors si je dis que ça marche, c'est que d'une certaine... Ça marche évidemment avec des bémols, mais ça on en reparlera. C'est que, alors qu'on était encore en 2007 à 7% de femmes dans les conseils d'administration, dans le CAC 40 on avançait péniblement autour des 10%, nous sommes à plus de 20% aujourd'hui, avec évidemment cette ligne d'horizon à 40% dans 4 ans maintenant, dans 4-5 ans. Qui va poser, je crois, d'autres problèmes. Moi, je suis, encore une fois, une madame quota sans complexe. Ça existe, voilà, ça existe. Parce que j'estimais, et ça c'était un argument de base, quand j'ai présenté les 40% de femmes dans les conseils d'administration dans le rapport de 2009, que ce qui se passait du côté des hommes, c'était des quasi-quotas. C'est-à-dire que c'était une logique de cooptation qui était en quelque sorte des quotas invisibles, où finalement ceux qui détenaient le capital, ceux qui étaient actionnaires ou PDG, se retrouvaient entre eux et se nommaient entre eux dans une logique de cooptation non transparente, où les critères de choix n'étaient pas dits, alors que là, nous sommes dans une logique de quotas transparente, ou à compétence égale, dans un peu la visée communautaire, c'est-à-dire à compétence égale et pour une période transitoire. Et je crois que cette logique de quotas, elle a permis une chose essentielle, c'est-à-dire d'introduire une logique de professionnalisation dans les conseils d'administration, puisque à partir du moment où il fallait trouver des femmes, on s'est dit « Ah, mais est-ce qu'elles vont être compétentes? Ah, est-ce qu'on va les trouver ?» Et c'est posé la question du vivier. Et chaque fois qu'on pose le problème du vivier pour les femmes, on pose le problème de « Mais c'est quoi ce métier d'administrateur ?» Et du coup, et notamment avec la montée en puissance des administrateurs indépendants, on a commencé à poser la question de ce que c'est que ce métier d'administrateur. Et comme d'habitude, et je vais laisser la parole, chaque fois qu'on met l'égalité dans un process, quelque part, eh bien cette égalité, elle sert aux femmes, mais elle sert à l'ensemble de la population. Et l'égalité est ici un agent de transformation, y compris des conseils d'administration. La France, en adoptant cette loi et en la mettant en application, dans de relativement bonnes conditions pour le moment, a créé un espèce d'effet d'appel au niveau européen, avec une caisse de résonance autour de la Commission européenne, Viviane Reding, qui en fait un vrai cheval de bataille, avec une consultation lancée entre mars et mai que son équipe est en train d'exploiter, sur laquelle, à titre personnel, j'ai été consultée, mais j'ai été réservée sur l'idée d'une directive et d'un quota à effet européen, parce que ce qui se passe en France, avec la tradition légale française, peut-être que ça ne peut pas se passer de la même manière aussi brutalement dans d'autres pays. Et j'ai également été réservée, on évoquait la question des COMEX-CODIR, sur l'idée d'un quota dans les COMEX-CODIR, parce que je pense que la question est quand même infiniment plus compliquée, qu'il faut sans doute demander aux entreprises de se fixer des objectifs et de faire un reporting avec des objectifs précis
c'est-à-dire avoir une quasi-obligation mais de nature contractuelle. L'aspect légal, là, pourrait être sans doute un peu contre-productive. Et là, c'est pas la spécialiste de genre que je ne suis pas qui parle, c'est la spécialiste de gouvernance d'entreprise. J'aime bien rappeler les propos de Clara Guémard à propos du fait d'être une femme quota. Elle était interrogée sur le fait de savoir si ce n'était pas humiliant d'être une femme quota. Et elle a répondu, qu'est-ce qui est le plus humiliant? Est-ce que c'est qu'on m'empêche d'accéder à une marche parce que je suis une femme, ou est-ce que c'est parce qu'on me fait accéder à cette marche parce que j'en suis une? Il a dit, moi, je pense que j'ai ma compétence, mon talent, et j'avance. Et je pense que c'est une bonne façon de prendre les quotas, de se dire, il n'y a pas de raison, effectivement, que les femmes soient moins compétentes que les hommes pour accéder au conseil d'administration. Pendant des années, il semble que c'était dans le biberon que les hommes savaient être mandataires sociaux, puisqu'ils n'avaient pas besoin de formation. Les choses ont changé il y a quelques années, notamment l'IFA et vous-même à l'ESSEC avez mis en place des systèmes de formation des mandataires sociaux. C'est extrêmement enrichissant et nécessaire. Tout cela concourt à l'intérêt de l'entreprise pour avoir des mandataires sociaux qui soient mieux formés, plus fiables. C'est bon pour les conseils d'administration. Et au sein du groupe Caisse des dépôts, nous avons souhaité donc appliquer le dispositif de la loi Zimmermann à l'ensemble des mandats sociaux du groupe, c'est-à-dire aux 2000 mandats sociaux du groupe. C'est plutôt, enfin moi je voudrais plutôt revenir sur les objectifs chiffrés, à moins qu'on y revienne plus tardivement. Et je pense que c'est important effectivement qu'on détecte assez tôt dans les entreprises des personnes qui pourront accéder au plus haut niveau. Et donc nous on a des objectifs chiffrés affichés, partagés, qui sont aussi dans les bonus des membres du comité exécutif. Pas simplement sur le nombre de femmes qu'on souhaite faire accéder au plus haut niveau, mais aussi sur avoir des équipes qui soient diverses au sens international, et aussi avoir des équipes qui représentent ce qui est devenu le groupe, c'est-à-dire aussi bien des gens qui viennent du Schneider historique, hein, qui était la distribution électrique et le contrôle industriel. Maintenant, on va avec un groupe qui est dans le spécialiste de la gestion de l'énergie, donc il nous faut des gens aussi qui viennent des acquisitions, qui soient différents. Donc c'est ça que l'on entend par diversité. Et moi je pense que, notamment dans le monde industriel, si vous n'avez pas d'objectifs chiffrés, affichés, partagés, qui rentrent clairement dans le système de mesure de l'entreprise, vous avez peu de chances que cela se passe. Et nous, les sujets de la diversité, notamment des femmes, on a des objectifs pour nos femmes talents. Donc on a 30% de femmes qui doivent être à terme en 2015, qui puissent accéder aux fonctions les plus élevées dans l'entreprise, entre poules de talents. Pourquoi 30%? Aujourd'hui, on a 25%. 30% parce qu'on pense qu'il faut avoir un poids critique pour pouvoir peser. Et tant qu'on est moins de 30%, ce sont les études, mesdames, vous devez connaître bien mieux que moi, qui démontrent qu'on a peu de chances d'influencer. Vraiment, on est simplement vu pour ce qu'on est. Il y a un moment où quand même il y a une conscience qui monte, qu'il y a quelque chose qui doit changer dans les entreprises, et que finalement nous on se dit, et nous, ceux d'environnement, quelle est notre position par rapport à ça? Alors, ceux d'environnement, je ne vais pas faire la pub de recruteur, rassurez-vous, mais juste pour vous situer, 80 000 personnes, et on travaille dans les deux métiers principaux de l'eau et du déchet. Et à l'intérieur de ces métiers, beaucoup de sous-métiers. La caractéristique fondamentale de ces métiers, c'est d'être des métiers locaux. Quand on veut convaincre une municipalité en Inde de nous prendre comme experts pour l'aider, il faut être indien. Et quand on veut faire la même chose aux Pays-Bas, aux États-Unis ou en Afrique, évidemment, il faut être issu du pays. Donc la diversité fait partie pour nous vraiment du business. Donc voilà, la diversité, elle fait partie peut-être de notre code génétique, et au fond, je dis souvent, c'est une boutade, mais c'est la réalité, que notre diversité, c'est peut-être notre point commun. Quel type de commun entre quelqu'un qui traite les déchets en Finlande et quelqu'un qui s'occupe de l'eau en Indonésie? C'est sans doute justement d'avoir la conscience de faire partie de quelque chose de plus vaste. Et cette diversité est au cœur de ça. Alors évidemment, on est une entreprise, donc dans le débat, faut-il débattre de la mesure, comme entreprise, évidemment, nous on pense qu'il faut mesurer. On pense qu'il faut mesurer parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas, par un petit peu sans fond. Que tant qu'on n'a pas mesuré, on est dans le discours, et en dehors des DRH, dans les entreprises, les gens n'ont pas trop de discours. Les patrons, en tout cas, préfèrent les actes.
Effectivement, c'est un challenge de mettre en place une politique de diversité à l'échelle de plusieurs bureaux. Donc moi je suis avocat, j'exerce au sein d'un cabinet d'origine britannique qui s'appelle Eversheds. On a 45 bureaux, à peu près 4500 juristes. Je suis tombé dans la diversité par une vraie volonté, mais également dans le cadre d'une démarche plus globale de notre cabinet. Donc ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est faire part un petit peu de cette expérience. Il s'est avéré que notre cabinet, avec le nombre de ses bureaux, était dans une situation assez disparate d'un pays à un autre. Et en même temps, on avait besoin d'agréger les politiques locales de chacun de nos bureaux au sein d'un axe international d'inclusion, Inclusion and Diversity Committee, dont je fais partie depuis 2007. Cette démarche, en fait, vise à s'assurer justement qu'on harmonise un petit peu les politiques entre les différents pays, et puis savoir quel est un petit peu le tronc commun qu'on pouvait mettre en place au niveau de nos différents bureaux, sans heurter les sensibilités, mais en même temps en ayant un engagement positif de chacun pour pouvoir faire en sorte que tout le monde travaille ensemble sur ce sujet, mais fasse aussi preuve d'une certaine richesse locale, ce qui me semblait tout à fait intéressant. Alors il faut rappeler peut-être que dans le contexte juridique, certaines démarches pour nous, mais je pense que ce n'est pas forcément propre au secteur juridique, ont été marquées par l'influence des États-Unis, notamment d'un certain nombre de directeurs juridiques des 100 plus grandes entreprises américaines qui, à partir du milieu des années 2000, ont commencé à exiger auprès de leurs prestataires de services juridiques et cabinets d'avocats qu'ils, lorsqu'ils étaient sélectionnés au sein de panels de cabinets d'avocats, fassent état, avec des mesures extrêmement précises, de toute leur politique de diversité au sein de l'ensemble de leur bureau. Et j'ai remarqué que dans les processus de sélection des cabinets d'avocats, depuis 5, 7, 8 ans, de manière très systématique, le secteur public demandait des données précises à ses prestataires, ce qui n'existe pas en France. Et je trouve ça dommage qu'à l'heure actuelle, la France soit un petit peu trop timide. Il y a eu une proposition de loi de Georges Paul Langevin il y a quelques temps, mais cette proposition de loi n'a pas été suivie d'effet. Et finalement, le débat législatif sur la diversité ou sur l'élargissement de la prise en compte de la diversité, que ce soit sous forme de recommandation ou sous forme de codification dans le Code des marchés publics, reste très limité. Cela dit, ça peut être un vrai challenge, et je pense que la démarche positive des entreprises, telles que les entreprises privées, encore une fois, va sans doute conduire à ce que le secteur public lui-même suive les entreprises privées, ce qui sera relativement rare dans une démarche française. En tout cas, c'est assez unique compte tenu de notre culture. Alors, c'est toujours assez compliqué à mettre en œuvre parce que ça nécessite d'avoir des indicateurs. Alors, en amont, si on est dans une sélection de marché public, des indicateurs qui ne soient pas subjectifs, puisque si on peut prendre en compte des clauses sociales de la sélection de marché public, il ne faut pas que ces critères soient imprécis. Les juges, à la fois français ou européens, l'ont rappelé, donc ça c'est aussi une contrainte. Et puis en aval, ça nécessite, que l'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, que les prestataires fournissent périodiquement des données tout au long de la conduite de leurs prestations. Il y a aussi derrière la question de la diversité, notamment dans la politique, moi j'ai trouvé qu'elle a beaucoup servi à assurer la promotion d'une certaine méritocratie. C'est-à-dire que cette idée de mérite, en fait, évacue totalement celle de l'égalité et de la justice dans la mesure où on considère que c'est une manière, où ça justifie d'une certaine manière les inégalités sociales. Parce que quand on parle de gens qui méritent de réussir, on sous-entend que certaines méritent d'échouer. Quelque part, il n'y a pas vocation à réparer des inégalités puisque les gens qui sont en situation d'échec ont démérité et donc n'ont pas été prévenus. Et des anglo-saxons parlent parfois d'un maquillage moral, et c'est ça dont on peut parler quand un ministre
il y a quelques années, un ministre de l'Intérieur se rend dans les quartiers populaires avec des gens de son staff qui sont d'origine issue de la classe ouvrière, d'origine étrangère, en les présentant comme des symboles et comme des personnes qui se sont battues pour réussir quelque part, alors qu'ils sont des exceptions et que leur situation n'est pas du tout la situation logique et normale d'une trajectoire dans l'enfance ouvrier. Quelque part, il renvoie un message implicite aux gens qui sont dans une situation d'échec, qui est celui de quand on veut, on peut, sauf que la réalité, c'est pas celle-là. Donc, je crois qu'il y a aussi qu'il faut être vigilant, même si malgré tout, la nomination de certains ministres au gouvernement il y a 5 ans a une portée symbolique. Et je crois que le symbole parfois est important, même s'il vient masquer parfois des discours qui sont extrêmement hostiles aux minorités et à des progrès relatifs à la diversité, à la représentation de la pluralité française. Je crois que cette symbolique est importante parce que les enfants qui étaient petits en 2007 ont vu la couverture de l'Express du Point avec des visages noirs, avec des prénoms maghrébins et de femmes qui étaient en même temps ministres et ont pu se projeter dans un futur où ils s'imaginaient ministres. Et ça, c'est arrivé parce qu'il y a eu une forme de volontarisme. Donc je crois que dans la politique, le volontarisme est important. Concernant la sphère politique, cette sphère, elle est finalement pas si différente des autres sphères de pouvoir qui structurent la société française, en ce sens où on a encore une classe politique qui se construit sur la rente de situation. Cette rente de situation, c'est souvent une terre électorale. Cette terre électorale, elle va se transmettre de génération en génération, mais en général, il est très très difficile pour quelqu'un qui n'est pas issu donc, de l'appareil de pouvoir bénéficier bien évidemment de cette transmission. Et puis c'est vrai aussi que l'on observe trop souvent dans la sphère politique des rôles qui seraient attribués au profil d'issus de la diversité sur des sujets dont ils seraient les seuls et uniques dépositaires, ou alors les dépositaires tant que leur ligne éditoriale est bien contrôlée, en l'occurrence les sujets de jeunesse, de banlieue et de diversité. Point de salut lorsque vous voulez aborder des sujets économiques pesés dans des débats qui sont tout autres, tout aussi intéressants, mais pas forcément ceux qui vous seraient dévolus eu égard à votre couleur de peau ou à votre origine sociale. Je suis contre les associations anti-racisme. Je trouve que c'est de la pub au racisme. Je trouve que c'est dès l'enfance qu'on doit inculquer effectivement des valeurs qu'on ne transmet plus aujourd'hui pour permettre pour faire en sorte en tout cas que ce ne soit plus une problématique. Tout comme pour permettre qu'on évite de me poser la question est-ce qu'être une femme noire entrepreneur est un problème. Je pense qu'à partir du moment où on arrêtera par exemple de montrer du doigt en disant elle est femme, elle est noire, elle est entrepreneur, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, on aura réglé un problème. Je n'ai pas encore dit que c'était extraordinaire. Ça c'est vrai. Mais on me le dit. Et c'est vrai que régulièrement quand on me dit ça en me montrant un peu comme une bête de sauve, déjà j'ai envie de répondre que il y en a des milliers et des milliers et que c'est pas exceptionnel. Je ne suis pas une exception et ce n'est pas exceptionnel. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à force de montrer du doigt cela comme une exception, on crée le problème. Parce que les gamins petits se disent, mais c'est pas possible, ça veut dire qu'il n'y a que elle, ou il n'y a que l'autre, ou il n'y a que lui. Et ils se disent qu'y arriver devient une exception, donc une mission impossible, sauf que l'impossible existe en permanence tant qu'on n'a pas atteint son objectif qui devient possible par la suite. Oui, bonjour, donc Margot Médinger du groupe La Poste. J'interviens aujourd'hui au titre de responsable de la coordination du Comité européen de dialogue social pour le secteur postal. Donc tout d'abord, l'enjeu de la diversité pour le secteur postal en Europe, bien sûr, c'est les enjeux principaux communs pour les différents secteurs, comme la question de la baisse des jeunes talents sur le marché de l'emploi, l'augmentation des femmes actives dans la masse salariale, l'augmentation aussi des salariés d'origine étrangère, notamment hors Union européenne. Mais en fait, le secteur postal a la particularité, tout d'abord, d'être un secteur de main-d'œuvre très importante, et également, en raison de la nécessaire baisse des volumes d'emploi au sein du secteur, l'enjeu du vieillissement de la masse salariale est vraiment un des enjeux clés pour le secteur postal. Donc ce qu'on constate au sein du comité, c'est qu'il y a bien sûr des enjeux communs, mais aussi une approche très diversifiée de la part des opérateurs postaux européens sur ces sujets, et donc des mises en œuvre différentes de ces politiques. De quelle manière la diversité est traitée dans le groupe de travail RSE? Donc, il y a différents projets et conférences qui sont cofinancés par la Commission européenne. On a notamment organisé 2 journées RSE en 2006 et 2008 qui se focalisaient sur la gestion de la diversité et la communication en matière de RSE dans le secteur postal. Donc effectivement, tous ces événements
permettent un échange intéressant de bonnes pratiques parmi entre opérateurs et avec les syndicats. Et c'est vraiment ce qui fait la force de ce comité de dialogue social. Les entretiens de l'excellence. Les entretiens sont partis en fait d'une idée relativement simple, c'est que la période charnière pour nous c'est la fin du collège et le début du lycée. Donc en fait, le dysfonctionnement que nous avons constaté, et c'est ça la source de l'inégalité, c'est celui de l'accès. Et nous avons décliné en fait la problématique de l'accès en 3 points. Le premier, c'est l'accès à l'information, parce que en fait, l'information est extrêmement compliquée, segmentée, et très souvent, je dirais, quand l'individu est issu d'un milieu défavorisé, qui n'a pas la chance d'être irrigué par une information préqualifiée, sélectionnée, priorisée par son entourage, il est soit victime d'une absence d'information, soit il est victime également d'un surplus d'informations, parce que trop d'informations tue également l'information. Donc en fait, le premier objet des entretiens d'excellence, c'est l'accès à l'information, c'est comment donner une information qualifiée, bien dimensionnée à l'individu. La deuxième problématique de l'accès, c'est celui du panorama. Donc en fait, nous avons pensé aussi que quand un individu vit dans un environnement social un petit peu trop enclavé, son potentiel d'extrapolation est forcément limité par sa réalité quotidienne. Donc nous avons voulu aussi élargir son champ optique, son champ mental, par justement par une invitation à aller voir l'ensemble des métiers qui naturellement ne se trouvent pas dans son champ optique. Et ça c'est la deuxième problématique de l'accès. Et enfin, la troisième problématique de l'accès que nous avons isolée, c'est l'accès aux réseaux sociaux. C'est qu'en fait, il ne faut pas que justement ces adolescents issus de milieux défavorisés passent leur temps à faire des stages kebab. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'ils aient accès à un ensemble de réseaux sociaux qui leur permettent justement de se désenclaver, d'être extraits en fait, de leur milieu et d'aller faire des stages pour découvrir l'entreprise ou pour découvrir d'autres métiers. C'est à partir de ces 3 constats que nous avons construit les entretiens de l'excellence. En préalable à nos échanges, je voudrais préciser que le fait religieux ne se limite pas à la religion. Le fait religieux, c'est un ensemble de systèmes de pensée qui organisent nos sociétés. Et qui organisaient nos sociétés de façon territoriale avant, et qui aujourd'hui, avec la mondialisation, ont perdu de leur territorialité et se sont attachés aux droits individuels. Alors notre problème aujourd'hui à tous, c'est comment faire cohabiter dans l'équité, dans l'égalité, une diversité d'attentes, de cultures, de systèmes de pensée différents. Au cœur de ces systèmes de pensée, il y a la gestion, je dirais la gestion c'est un grand mot, le management de la différence. En fin de compte, ce sont les différences qui sont en question. Ce n'est pas la foi qui est en question, c'est le rapport entre l'homme et la femme, c'est le rapport au handicap, à la différence, c'est le rapport à celui qui vient d'un autre pays, qui ne me ressemble pas, qui n'a pas la même religion, etc. Donc on est dans la construction d'une cohabitation apaisée entre les différences, et non pas dans l'idée de gérer des religions ou de gérer une foi. Voilà. Et donc ça, c'est la grosse difficulté, parce qu'il faut trouver un dénominateur commun pour avoir une sorte de grille de lecture qui nous permet d'avoir une vision équitable, égale, de dégager une éthique, en fin de compte, de cette magnifique révolution qui est la globalisation des cultures. En fait, c'est en allant sur le terrain qu'on se rend compte qu'il y a effectivement des problématiques liées aux faits religieux, mais les managers, en fait, je dirais, les gardent un peu pour eux et les règlent à leur niveau, plus ou moins bien. Et c'est en fait, quand il y a des contentieux, qu'on les voit en fait, surgir, et on s'aperçoit que c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, parce que des tas de choses se règlent un petit peu toutes seules au local. Donc je vais commencer par le personnel, je vais vous faire un peu la liste de ce qu'on a pu identifier. Donc cette liste, il y a les problématiques d'embauche et de recrutement, c'est-à-dire quand la personne qui se présente a un signe religieux visible.
Après, il y a le rapport homme-femme, comme a dit Patrick, beaucoup de religieux structurent le rapport homme-femme. Donc on a un certain nombre de problématiques qui sont liées à ça. Donc le refus de serrer la main d'une femme, de toucher une femme. On a aussi le refus d'être dirigé par une femme. On a aussi la problématique du prosélytisme, c'est-à-dire quand quelqu'un essaie de faire... là, c'est à la limite plus visible sur les religions traditionnelles, comme le catholicisme traditionnel en France, quoi. Le catholicisme, le protestantisme. Très peu visible sur les autres religions. Le problème des journées de congé pour fêtes religieuses. Le problème des locaux réservés à la prière. Et puis, des demandes particulières de prière pendant certaines heures. Et puis, je dirais celui qu'on n'a pas vraiment résolu aujourd'hui, la problématique du ramadan en été. En fait, notre réponse a été de se dire, après tout, la religion est une problématique personnelle, et la logique globale auquel on doit répondre, c'est de se dire, à chaque fois que les gens font une demande à titre personnel, qu'est-ce qu'on aurait répondu si elle n'était pas de motif religieux? Et c'est ce guideline, en fait, qui a été la piste du guide, et qui a permis de trouver des réponses qui respectaient à la fois les religions et à la fois les problématiques de service, voire les réactions que pouvaient avoir les personnes autour. Il y a un temps collectif qu'il faut que nous trouvions. On ne peut pas morceler tout le temps, sinon on va organiser des communautés différentes qui vont vivre dans des temps différents. Donc on a une responsabilité aussi à se rassembler dans un même temps. N'oublions pas que le temps chrétien lui-même, si on veut entre guillemets chrétien, c'est calqué sur d'autres temps. Que le calendrier dont nous parlons est un calendrier agricole. Que la Pentecôte, c'est la fête des moissons du blé, de l'orge. Voilà, que le printemps, Pâques, etc., c'est les fêtes de printemps. Donc il est hors de question pour une société de déstructurer un temps qui doit être collectif. Mais en même temps, il faut ouvrir ce temps à d'autres attentes, mais pas en enlevant, en amputant une partie de ces temps-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse mettre, entre guillemets, des règles, ou en tout cas des grandes directives, au niveau plurinational dans une entreprise? Non, c'est très difficile. Parce que, j'ai cité l'exemple, par exemple, de la filiale marocaine et de la filiale française. Quelque chose qui n'est pas admis par le reste du personnel en France est parfaitement admis dans une autre filiale. Je pense en Grande-Bretagne, on a une filiale importante en Grande-Bretagne, il y a plus de 1000 personnes. C'est totalement... la laïcité n'est pas du tout appréhendée de la même manière. Donc il va y avoir une adaptation raisonnable du management par rapport au contexte culturel local. Et quand on a sorti le guide sur le fait religieux, on l'a sorti pour la France, dans un contexte laïque, dans un héritage de service public. Et je rajoute dans un héritage de service public. Parce que par exemple, le port de signes religieux, je pense aux croix, aux signes judaïques, n'importe quoi, au guichet, il est interdit parce qu'on est dans l'héritier du service public. Pour ma part, je pense que mettre en place des règles au niveau international pour les entreprises multinationales en l'occurrence sont, à mon sens, tout à fait possibles, tout en laissant une marge de manœuvre suffisamment suffisante pour permettre une adaptation au niveau local. Aujourd'hui, alors je comprends qu'il y a bien évidemment des héritages locaux dont il faut tenir compte, mais aujourd'hui on voit ce qu'on appelle des règles de conduite internationale, ce qu'on appelle les BCR en anglais, sur le droit syndical, sur le travail des enfants. On est bien d'accord qu'en France, le travail des enfants et le droit syndical ne sera pas du tout appréhendé de la même manière que dans d'autres pays, et ça n'empêche que de tels textes sont adoptés au niveau de ces multinationales. Donc à mon sens, on peut le faire, bien évidemment, en donnant des principes directeurs, en tenant bien compte, en ayant tout un travail en amont pour bien comprendre les spécificités locales. Pour vous faire une idée de notre travail à Business Europe, cet accord cadre est le résultat de négociations entre les employeurs et les syndicats au niveau européen. Donc au même titre qu'il existe un dialogue social national, il existe également un dialogue social européen, avec certes une portée plus limitée, avec des prérogatives également limitées, un mandat limité, mais il existe. Et ces accords entre partenaires sociaux ont donné lieu à 3 accords qui ont été mis en œuvre par voie directive, dont le congé parental.
comment ça se mesure la performance. Donc ça fait appel à des systèmes plus ou moins sophistiqués autour de la mesure de la performance, qui doit être pas seulement individuelle mais également collective, parce que sinon on crée des générations de personnes qui sont vraiment égocentrées et ça peut créer des catastrophes, et qui mesurent non seulement quoi, donc la performance mesurable, mais également comment, et autour de quel comportement, de quelle norme culturelle, de quelle croyance on peut se retrouver dans une communauté de pratique qui a du sens et qui crée du sens. Parce que c'est autour de ces communautés de croyances, donc ce qu'on appelle la culture d'entreprise, entre guillemets, qu'on peut accueillir la diversité. Ça reboucle peut-être avec le sujet. Pour être divers, il faut aussi qu'il y ait des cultures d'entreprise qui soient ouvertes à ça. CTUK is 6,000 people. Of that 6,000 people, over 5,000 are manual unskilled employees. So it's a very, very different setting to many of the organisations that I'm hearing about and listening as I'm out there having my orange juice. And if you talk about diversity, perhaps to some people in our organisation, you may get an answer as simplistic and perhaps unpolitically correct as, well, we don't outwardly discriminate, do we? So that's the kind of challenge that we're at. I think I'm just entering that second circle. So I'm going to talk to you about the practicalities of diversity. Many of the organisations here are all part of the EU, but it seems to me in talking to people that there may be basic legal background, context, backdrop that is different for each and every one of us. But I'm not actually sure that in many instances the legal context helps an organisation at the stage we are at. I'll give you some examples. In the UK, if I talk about females in a legal context, I have got very, very limited ability to positively discriminate in the UK for females. It's about attracting more. Then hopefully through the natural selection processes you'll get the best people for the job, and hopefully that will see the female population rise in CTUK. So we're working on attracting, because I cannot positively discriminate and select. So that's the legal context. The distance between X and Y. Now, I understand everything from a corporate perspective. I understand the political, the CSR, the PR, the business reasons for diversity and supporting diversity. I accept that completely. Please don't think I don't. But actually, the decisions made and the initiatives given up there are very, very often almost impossible to deliver at a very local level in an organisation like CTUK and the stage we're at. If I was in the fourth lozenge, you know, and I'm in that inclusive lozenge that was talked about by Michael this morning, it may be very different, but I'm not. I'm where I am. I'm in that second lozenge, so it's very, very difficult. We say the same words, we don't think to question what do we mean by those words because they're the same words. And I'm wondering, for those of you who deal with those issues across, you know, maybe particularly Patricia Pace, when you're dealing with these across the globe, how do you work to consciously distinguish what we mean by what we're saying when we seem to be saying the same thing? So that you can, for example, get best practices across your companies. It's very difficult. We do a lot of training in the Orange campus to help people understand how to work in a multicultural environment. Because we are essentially a French organization with domestic businesses around the world. We are essentially run by French people at the top. So when the French talk about diversity and it's handicap and it's femme and all these great things, I then have to take that from the top and try and figure out what does it mean in Asia Pacific, what does it mean in the Americas, what does it mean in South America. And so what I've done is, I don't impose. What I've done is I've said, okay, for you, you figure out what diversity means for you in the US. You figure out what it means for you in Brazil. You figure out what it means for you in India. So we pushed it back out into the local cultures, they themselves. So we give them this large framework, which is diversity is important, it's part of our Orange People Charter, but you locally, you figure out what it means for you. And each one does it very, very differently. What we did, which is slightly different from your approach, today in our strategy we have a framework, we have priorities, and our priorities are gender, generations, ethnicity, well, it's the 6 most classic diversity dimensions. And as a group, we are focusing on
managing diversities in general, like giving people the foundation to manage the differences. And we have a common issue to tackle, which is gender. And what we are asking our business units to identify what are their top 3 priorities. And they have the liberty, the freedom to identify what are the 3 main diversity issues that are really important to them at local level. Although the gender focus should be a common one. So everybody should tackle gender, plus other 2 priorities. Je vais animer cette table ronde donc sur le thème de la mixité, une affaire d'homme. L'intitulé qui nous a été soumis sonne comme une provocation. Et c'est tant mieux parce que nous pensons avec mes camarades de la table ronde que c'est souvent avec des thèmes en forme de provocation que l'on crée les débats les plus intéressants. Donc espérons être à la hauteur de vos attentes. Ça coûte de l'argent, sûrement, de mettre le congé de paternité obligatoire en place. Simplement, si vous faites le calcul qu'un homme a 3,1 enfants dans sa vie et qu'un congé maternité aujourd'hui c'est 16 semaines, vous multipliez 16 semaines par 3,1 et vous reportez ça à l'échelle d'une vie professionnelle entière, ça représente 1,1% du temps de travail. Donc c'est comme, or, vous savez que dans les accords hommes-femmes qui sont obligatoires depuis 2 ans dans toutes les entreprises, un salarié, la sanction pour ne pas avoir mis en place un accord homme-femme, c'est 1% de la masse salariale. Donc, c'est exactement le même prix. On enlèverait les accords hommes-femmes, qui dans la plupart des cas, sauf à la Poste, chez Danone, etc., qui sont bien pensés. Mais dans la plupart des cas, c'est des choses qui resteront lettres mortes, avec des textes lénifiants qui n'apportent rien, et qui en plus sont faits sous la contrainte, donc qui n'ont pas d'intérêt. On enlèverait ça, on remplacerait ça par le congé paternité obligatoire, ça coûterait 1%, de manière certaine, à tout le monde. Mais on serait sûr qu'on aurait à terme quelque chose qui commencerait à faire en sorte que les femmes et les hommes soient dans un état d'égalité dans la promotion, dans les entreprises, dans le recrutement, et donc forcément par un effet de poussée d'Archimède professionnelle, les femmes monteraient parce que tout le monde considérait que c'est normal de s'occuper des enfants. Et donc elle a mis en place une forme renouvelée de mentoring qu'on appelle le reverse mentoring. Et en fait, ce reverse mentoring consiste à faire mentorer un top executive, donc un VP ou un executive director chez Dell, par une femme à un échelon inférieur au niveau hiérarchique. Et donc cette expérience a vraiment prouvé être très très intéressante, puisque d'une part, le retour des hommes a été extrêmement positif, et les femmes ont vraiment cherché à convaincre ces hommes, d'une part, de l'avantage de la diversité, le fait également d'établir une relation différente par rapport au schéma traditionnel où c'est l'homme qui explique à une femme comment elle peut progresser selon des critères masculins dans une entreprise et vraiment mis à l'envers. Là, c'est vraiment une femme qui explique comment fonctionne une femme, quels sont les avantages d'intégrer plus de femmes dans le management. Et vraiment, le feedback a été très très positif au plus haut niveau de l'entreprise. Les entreprises qui ont fait rentrer un nombre de femmes significatif sur leur chantier, avec au moins une femme par chantier, ont vu leur taux d'accident du travail s'effondrer. Et ce qui est important, c'est de placer les seniors, en tout cas dans des fonctions qui leur permettent aussi d'aider l'entreprise à répondre aux besoins. Donc, par exemple, dans les RH, avoir des seniors qui réfléchissent aussi sur ces problématiques-là. De plus en plus, les entreprises doivent aussi réfléchir aux nouveaux types de produits, aux nouveaux types de services qu'elles doivent offrir sur le marché pour répondre aux besoins aussi de consommateurs qui changent aussi, qui vont aussi vieillir. Et là, quand on regarde la composition des départements développement de produits ou marketing, ce sont souvent des jeunes. Donc comment est-ce qu'une entreprise, en plaçant des jeunes dans ce type de fonction, peut-elle vraiment comprendre les besoins, donc vraiment comprendre les enjeux, si les seniors ne sont pas placés dans les bons endroits. Donc voilà, pour répondre, je ne sais pas si ça vient des seniors eux-mêmes, mais effectivement, une solution, c'est aussi de les placer dans des fonctions plus appropriées peut-être. Les seniors de 2012 n'ont jamais été aussi jeunes. Vous prenez un quinquagénaire en 1950, il était vraiment en fin de course. Il ne se remettait pas vraiment en question. Aujourd'hui, un senior a pu refaire sa vie, peut avoir des bébés en bas âge, fait du sport, on s'entretient, se projette dans une durée de vie beaucoup plus longue. Donc son espérance de vie augmente et son espérance de vie professionnelle diminue. Je trouve que c'est une situation complètement schizophrène. Et du côté des entreprises, je crois qu'il faut
apprendre à revoir un peu les stéréotypes sur les rôles. Pourquoi les seniors de 45-55 ans ne font-ils pas d'expatriation? Alors qu'ils ont élevé leurs enfants, qui sont beaucoup plus disponibles, que c'est la galère quand on propose ça aux jeunes talents de 30 ans, etc. Il y a comme ça des tas de choses contre lesquelles on pourrait réagir. Quand vous interrogez les seniors, ou même les salariés à 45 ans, ils disent on est beaucoup plus à même à prendre des risques aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 10-15 ans. Parce qu'on a plus confiance en nous, on a fait le tour des problèmes. Pourquoi les entreprises ne capitalisent-elles pas sur cette capacité que les seniors proclament eux-mêmes à pouvoir innover, à pouvoir consolider leur expérience et la transmettre? Vous avez raison de dire pourquoi faut-il qu'il y ait des jeunes dans les fonctions marketing-communication? Aucune raison. Les seniors qu'on a catalogués comme résistants au changement technologique, on a maintenant des tas de geeks parmi. Ça pose aussi la question de la rémunération. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a plein d'études qui souhaitent absolument montrer que les seniors ne coûtent pas plus cher. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même encore, et là c'est une question ouverte parce que je n'ai pas on est encore dans un système où la rémunération nette, j'allais dire, que reçoit le salarié, ne fait qu'augmenter ou stagne. Et la question se pose, finalement, si la rémunération rémunère la contribution à l'entreprise, au nom de quoi on ne serait toujours que dans un schéma où on contribue de plus en plus à l'entreprise. Et du coup, je pense quand même si les coûts sont toujours moindres que ce qu'on imagine, et effectivement il y a un stéréotype associé au coût des seniors, je me pose quand même la question de la légitimité, finalement encore aujourd'hui, de cette évolution salariale toujours dans le même sens. Je suis en charge du développement RH à TF1. Et je pense que dans des entreprises comme la nôtre, qui a été très protégée de la concurrence pendant des années, où les augmentations étaient très fortes, de 4 ou 5% en moyenne chaque année, il y a finalement les seniors qui serrent les fesses et qui arrivent jusqu'aux âges dont vous parliez, madame, qui ne cessent d'être poussés, et puis ceux qui ne tiennent pas la distance et qui sortent. Et finalement, notre marché étant extrêmement peu fluide pour les seniors, c'est tout ou rien. Et c'est terrible parce que moi non plus, je n'ai pas de solution, mais clairement, lorsque nous revoyons certaines personnes après un an ou deux, ou lorsque nous en embauchons à un certain âge, la solution la plus radicale, c'est de licencier ces personnes-là, parce qu'à un moment, il y a un tel décalage par rapport au marché du travail que vous vous dites, mais si je dois un petit peu réduire mes effectifs ou mes coûts, elles sont prioritaires. Et comme ça n'a pas été préparé, elles sont très en difficulté pour retrouver un emploi. Alors qu'à l'inverse, ces personnes qui viennent vers nous, il nous arrive de leur proposer des salaires supérieurs à ce qu'elles nous demandent. Parce qu'une assistante, on a eu le cas, une de mes collègues RH il y a quelques semaines, de 58 ans, va vous demander un salaire de débutante à peine, tellement être heureuse d'être prise que c'est scandaleux par rapport à l'échelle des salaires en interne. Donc il y a vraiment une dichotomie entre des super privilégiés et des gens qui seraient prêts à tout pour pouvoir retrouver un travail. Et c'est vraiment un échec global de nos entreprises que de ne pas favoriser cette fluidité. Alors, il y avait une question à laquelle je m'attendais, c'était le contrat de génération, parce qu'il est quand même dans notre sujet. Et bon, je suis méfiante à l'égard de ce contrat de génération, parce qu'il a quand même il présente une avancée, qui est de lier senior et junior. C'est déjà une avancée par rapport à notre segmentation par l'âge des politiques publiques qui a prévalu jusqu'à présent. Et ces obligations de négocier sur plan d'emploi senior, plan d'emploi junior, dont on sait qu'ils n'ont jamais abouti à quoi que ce soit en termes de progrès sur ces questions. Par contre, alors, justement, ce qui m'inquiète, c'est que la valorisation de cette contribution senior-junior se place sur le plan de la rémunération, parce que c'est la baisse du coût du travail qui est le mécanisme incitatif pour les entreprises. Et ça, je pense que c'est une mauvaise voie. Il faut ouvrir des mécanismes, une gamme de mécanismes d'incitation, parce que chaque entreprise est différente. C'est pas
il y avait une intervention tout à l'heure tout à fait importante, c'est pas forcément les seniors qui sont les meilleurs tuteurs dans une entreprise. À un moment donné, c'est vrai qu'on peut aussi avoir le syndrome de... C'est de la perception assez... l'indicateur des objectifs, mais qui ne sont pas des quotas. Donc, la subtilité est comprise, mais ça a mis un petit peu de temps quand même. Et on peut aussi avoir une certaine forme de démotivation et peut-être un mot, enfin, on va dire une légère frustration de l'homme blanc français qui, après tout, n'aura pas démérité dans sa carrière, qui se sera donné, qui sera allé dans des pays difficiles et qui, à un moment donné, aura la sensation de voir passer devant lui une femme ou un international. Bon, là où, au niveau du très top management, l'ouverture se fait parfois de façon un petit peu, pas forcément avec les mêmes indicateurs. Donc oui, et en termes de formation, alors là, toutes les formations sont suivies avec le taux d'international. On a même, d'ailleurs, sur certaines des formations, on va dire les plus sélectives, maintenant des objectifs. C'est-à-dire que quand on n'a pas un minimum de femmes ou un minimum de non-français, clairement, on redonne les listes. Mais on a aussi des secteurs d'activité qui sont plus ou moins avancés, qui sont plus ou moins moteurs sur le sujet. On est dans des grosses structures, donc là aussi une diversité d'approches, fort heureusement, mais on suit. I think we will take the last question because we are coming to the end of the workshop. Okay, thank you very much. Atul Shah, Diversithics. I think just echoing what Leslie said earlier, I talked about the borderless mind yesterday in my presentation. And I think one aspect of diversity, very often diversity is perceived as an us and them issue. And actually, when I work with companies, I actually talk about us and how diversity actually can enrich the person, and especially the manager or the leader, in their own personal development. And in a way, engaging with the other is a way of stretching the borders of the mind, is a way of opening the thinking, it's a way of challenging the horizons, the artificially created worlds that we live by. And again, I draw all the time back to wisdom, and this wisdom comes from different cultures, But I just feel that very often we're living too much, and maybe it's partly because of social media. We feel every problem is a current problem and actually requires a current solution. But actually, many problems have been dealt with in the past, and actually some of the reasons why the ancient cultures and religions have survived is because their thinking and their philosophies have a sustainable quality underlying them, which has actually helped them to survive and progress and actually continue. So we can draw from these wisdoms, and we should not always think that we need to invent a new solution to a problem.